Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer Manon de Les Jardins Vinet. C'est en Montérégie. Elle va nous faire découvrir un peu les produits maraîchers. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton histoire à toi et un peu la famille, comment ça a commencé, où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui. Dans le fond, c'est qui est les fondateurs de cette ferme-là? C'est ma belle-mère, Céline Hague-Vinet, qui a commencé en 1967 environ. Elle était originaire d'une ferme maraîchère, en tout cas de génération en génération. Ça a commencé quand en tout cas, je pense que c'est ses arrière-grands-parents ou ses grands-parents étaient des Belges, puis ils produisaient des légumes, ils étaient producteurs maraîchers en Belgique. Puis ils ont décidé de s'en venir au Canada, puis ils cultivaient au marché central, proche du boulevard l'Acadie maintenant. Puis ils ont été expropriés. Puis là, ils ont acheté des terres à Mercier, que son père a pris la relève, puis il était super bon producteur maraîcher, puis elle était tout le temps, elle était une famille de 6, je crois. Puis elle était tout le temps dans le champ avec son père. Elle voulait pas rester à la maison à faire l'entretien ménager. Qu'elle, c'est une fille d'extérieur. Les vieilles cultures d'époque. Hein? Oui, c'est ça. Elle était plus intéressée à aller sur le plancher des vaches. Non, c'est cool, ça. Puis là, c'est ça. Elle, par la suite, elle s'est mariée avec mon beau-père, qui était des Vinets, qui était agronome. Puis là, elle a travaillé en tout cas, je m'en souviens plus exactement le domaine qu'elle a travaillé, mais c'était pas agricole. Puis là, elle a dit, non, je ferai pas ça toute ma vie. Puis elle s'est acheté une terre, puis là, elle s'est mise à produire des légumes comme elle a toujours fait quand elle était petite. C'est super. Puis là, on a les garçons, son fils, Marian, qui est mon mari, puis son autre fils, Éric, ont pris la relève, puis là, c'est ça qui ont formé Jardin Vinet. Non, c'est souvent le savoir se transmet justement de famille comme ça, de génération en génération, puis c'est cool parce que ça, on voit comme le début de l'histoire, mais si, admettons, que quelqu'un voudrait comme commencer demain matin dans ce genre de domaine-là, y a-tu des cours qui se donnent dans cette profession-là? Oui, mais justement, mon mari puis moi, on est agronome, puis mon beau-père. Nous, on a gradué de l'Université McGill, qui est à Sainte-Anne-de-Bellevue, au Collège McDonald, qu'on appelle. Puis, il y a aussi l'Université Laval à Québec qui donne le cours. Mais ça, c'est quand même un bac universitaire que c'est pas souvent intéressant pour les gens qui aiment pas aller à l'école. Non, c'est sûr. C'est un peu... mais il y a le cas, voyons, il y a la technique agricole qui est enseignée à Saint-Hyacinthe, mais aussi au Collège McDonald, que mon beau-frère est gradué du Collège McDonald. Mais il y a encore moins élevé que ça, qu'il y a un DEP en agriculture, que quand tu n'aimes vraiment, vraiment pas aller à l'école, tu fais un DEP. Puis ça, c'est à Beauharnois, qui est une super bonne école. Puis, il y a plusieurs comme types d'apprentissage pour quelqu'un qui voudrait embarquer dans le métier. Exactement. Quelqu'un qui veut pas aller à l'école, est-ce qu'il pourrait commencer quand même à apprendre ce genre de métier-là? Oui, mais mettons à l'hiver, quand il y a moins de travail, à suivre des cours de formation à distance ou... c'est toujours bien important de... Faut se tenir informé avec les nouvelles cultures, avec les nouvelles pratiques, j'imagine. Ou bien aller sur une ferme puis être un apprenti puis évoluer tranquillement avec quelqu'un qui est passionné, j'imagine. Exactement, parce qu'il y a tellement de choses à savoir que tu peux pas du jour au lendemain devenir un producteur maraîcher. Sans ça, tu vas manger ta chemise. Non, c'est cool. Puis je voulais savoir, vous ici, vous employez à peu près combien de personnes au total? Environ 55 employés. On a 36 travailleurs étrangers, puis la balance de Québécois. Cool. Non, ça fait vivre plusieurs familles, puis c'est super. Exactement. Est-ce qu'on peut aller voir un peu à l'intérieur de votre magasin? J'imagine que les gens, dans la localité, viennent magasiner ici. Peux-tu nous présenter un petit peu ce que vous vendez à votre boutique, s'il te plaît? Oui. Ça, c'est les tomates. J'en produis un peu, mais ils sont pas aussi belles que Monsieur Sainte-Marie. C'est lui qui fait les plus belles tomates de champ que je trouve. Puis ça, c'est nos piments. Moi, on a un beau champ de fraises, puis en bas de mon champ de fraises, je fais un genre de jardin écologique qui a juste un petit peu d'engrais, puis pas de
pas de pesticides. Super. Que mes piments, ça vient de chez moi, mes piments. Les radis, par contre, c'est très difficile de faire ça biologiquement, que je le laisse faire à M. Guérin, qui est super bon. OK. Puis mais madame... il faut, hein, ça. Dans le fond, c'est important que, tu sais, si vous vous spécialisez dans quelque chose, j'imagine que lui en a besoin pour ses boutiques. Exactement. Fait que, tu sais, c'est vous avez sûrement un support de grand réseau contact avec les gens de la localité. Exactement. Ça, c'est vrai. On peut pas tout faire dans la vie. Ça, c'est sûr et certain qu'à un certain point, il faut savoir comme se concentrer sur une chose. Pour bien Moi, le j'ai tout le temps dit que dans mon métier, je suis un spécialiste, admettons, du pain, mais je suis pas un spécialiste de gâteau derrière ça ou, tu sais, je me suis vraiment comme focusé sur une chose. Puis en comparatif avec un cuisinier que lui, il va être un spécialiste un peu de tout. Il va connaître ses légumes, il va connaître tu sais, c'est comme des artistes qui finissent par manipuler tout ce qu'on a, qui vont mettre en valeur tous nos produits qu'on fabrique à gauche et à droite. Puis c'est vrai. Je trouve ça super cool. Vous avez vraiment tout à fait raison. Que c'est ça, mais chez moi, je produis des haricots jaunes, haricots verts, des pois mange-tout, des cornichons, pas tout le temps. Les beaux cornichons, c'est de Monsieur Lefrançois, là. Okay. Puis les cantaloupes aussi, c'est Monsieur Lefrançois, mais les patates rouges qui font dur, mais c'est chez moi, parce que c'est comme biologique. Mais ça, c'est des belles patates. Des fois, c'est Monsieur Pinsonneau, des fois, c'est Monsieur Boyer. Mais les brocolis, c'est vraiment de chez nous. Puis ça, c'est les Monsieur Guinois. Puis les zucchini, c'est vraiment chez moi. Les aubergines, c'est vraiment chez moi. Concombre, chez moi. Puis comment ça marche le matin? Est-ce que vous allez à un endroit où est-ce que vous rencontrez les agriculteurs pour échanger vos fruits et légumes? Ou Ben moi, je pense que c'est en commande en texto. OK. Je dis, j'aurais besoin de tant de radis, j'aurais besoin de tant de céleri. Puis il dit, OK, ta commande est prête, là, je m'en vais chercher. OK, c'est vous qui vous déplacez, oui, ils font pas la livraison. Okay. Parce que moi, je suis pas souvent au kiosque parce que mes filles me disent souvent que je parle trop puis que je crée un embouteillage. Que je suis plus rentable à aller chercher ça. Ben, service à la clientèle, ça en prend du monde qui en parle, qui met en valeur nos produits, c'est important, ça, la communication avec les clients. J'adore ça. Souvent, je me fais reprocher aussi. C'est ça que j'aime le plus, mais je suis pas rentable. je crée un embouteillage. Mais ils reviennent après, c'est correct. Ça, c'est vrai. C'est super important. Puis nous, c'est ça, on est principalement producteurs de maïs, de brocoli. OK. Puis la deuxième ligne, c'est nos maïs sucrés. Ça, c'est mon jaune. Ça, c'est mon bébé parce que le jaune, on se concentre à le faire vraiment écologique puis on met des trichogrammes. OK. Notre maïs sucré est sans insecticide parce qu'on utilise des trichogrammes. Les trichogrammes, c'est un petit insecte bénéfique qui est une petite guêpe comme ça, qui s'appelle trichogramme. Puis le trichogramme, ça vient de Parabio. C'est contre la pyrale du maïs. Ce petit trichogramme-là, on le reçoit dans la petite carte en forme larvaire, qu'elle, à forme d'œuf, excusez. Elle, quand elle est introduite dans le champ, le lendemain ou le surlendemain, elle va éclore. La petite guêpe va éclore, puis son stade de vie est juste de 10 jours, de 2 semaines maximum. Il peut pas se reproduire? Oui, il se reproduit. OK. Mais puis justement, la façon de se reproduire, c'est qu'ils pondent leurs œufs dans les œufs de la pyrale. La pyrale, c'est l'insecte, le petit ver dégueulasse que tu trouves dans ton épi. Oui. Aussitôt que l'œuf éclot, elle a l'œuf fin. Elle mange les œufs de la pyrale et elle se reproduit à travers les œufs de la pyrale. Okay. La pyrale meurt. Puis là, c'est ça, il continue son cycle, mais son cycle est tellement fragile par rapport aux intempéries de la température qu'il faut continuer à les introduire puis les introduire. OK. Puis ça, c'est pas une fois puis tu laisses ça aller. Là. C'est vraiment quelque chose dommage, à garder. Mais on aimerait ça, mais c'est juste une fois. OK. Mais c'est une pratique justement très écologique. Là. Je veux dire, il n'y a pas de produits chimiques là-dedans du tout. Non, non, c'est 100% écologique. Puis le taux de réussite, c'est que tu l'appliques vraiment bien puis de façon vraiment comme qui est supposée, tu sais, à répartir dans les champs comme il faut, mais ça marche à 99%. C'est quasiment à 100%, là. Mais c'est juste, il faut regarder la météo avant de l'appliquer. Comme il est venu comme une genre de micro-rafale la journée qu'on était supposé l'installer, puis là, j'ai dit à mes travailleurs, non, on le garde dans une température de 1 degré, puis on va attendre que la tempête soit passée. Puis justement, on avait reçu 35 mm d'eau, que mes trichogrammes, ils seraient morts. Là. Ça n'aurait pas marché. OK. Nous, à tous les mercredis, on reçoit des trichocartes qu'on appelle. Okay. Les trichocartes, c'est une petite carte avec un trou à l'intérieur. Puis dans la trichocarte, les œufs sont collés à l'intérieur. Okay. Puis la trichocarte, on l'applique le premier 7 mètres durant. Puis on l'applique comme ça à l'intérieur de la feuille, on la met au fond. Puis là, après, on marche à toutes les 10-15 mètres. Juste 15 mètres, on en repique un autre, puis un autre, puis un autre.
Puis eux, ils se retrouvent après pour féconder, j'imagine. Exactement. Super. On applique au moins 54 à l'hectare. OK. Au moins. C'est-tu très dispendieux, je suis curieux? Oui. Ouais. Mais par rapport à un pesticide, c'est 4 à 5 fois le coût. Quand même. C'est à l'hectare. considérable. Mais quand on veut vendre la qualité, c'est ça qui est important. C'est un sacrifice. Ça coûte plus cher, mais au moins, vous savez ce que vous vendez. Puis qu'est-ce que moi, je mange. Parce que je mange énormément de bédin que je sais que je mange santé. Mais regardez comment il est beau. Puis, tu veux-tu y goûter? Bien sûr. Ben c'est bon. C'est rare que les gens aient peur de... Non, du tout. Y a-tu été cueilli ce matin? Oui. Fait que je peux le manger là, hein? Nous, c'est toujours frais du jour. OK. Mais j'ai pas besoin de le cuire avant de le manger quand il est frais cueilli, right? Ben, moi, je déjeune toujours avec ça. Avec 2, 3 épis. Right. Regarde. Puis moi, je connais... Comme lui, il est trop mûr pour moi. Ça, c'est pour les personnes âgées. Ils aiment ça du gros grain. Okay. Mais moi, je l'aime exactement comme ça. Frais cueilli du matin. Oui. Même pas besoin d'être bouilli. Non. Juste à déguster comme ça. T'avais-tu déjà goûté ça avant? Ben, pas le vôtre, malheureusement, parce que j'étais pas passé encore dans la région. Mais ça me fait plaisir d'y goûter. J'ai hâte de voir ta face. C'est frais. C'est dans ma bouche avant. C'est vraiment bon, hein? Mais j'ai tout le temps entendu dire qu'un blé d'Inde qui était cueilli le matin avait pas besoin d'être cuit parce que il y avait la fraîcheur et comme, il était à son moment idéal d'être consommé. Ouais. Très bon, juteux. Un blé d'Inde qui est plate à manger, c'est quand c'est pâteux que ça colle dans le palais. Lui, il est plate, puis il est vraiment très bon. Ben, je sais que moi, j'ai l'eau à la bouche juste à le voir. Juste à le toucher. Puis moi, le jaune, c'est ceux-là qu'on mange tout le temps. Puis c'est pour ça que le jaune, je me concentre à faire mes trichogrammes dans le jaune pour l'avoir le plus biologique possible. Parce que c'est ça qu'on mange le plus. Ben ouais. Parce que le 2 couleurs, on en fait des grandes quantités. Puis les trichogrammes, c'est vraiment coûteux à faire. Puis ça rapporte pas plus. C'est juste comme... C'est une faveur que vous faites à vous. Ouais. Moi, je suis intéressé à savoir le quotidien, où commence et quand finit un peu le métier d'agriculteur. Tu pourrais-tu nous parler un peu comme... Ici, on voit qu'on a des pousses de brocoli. Oui, c'est ça. C'est quoi un peu le cheminement du début à aller jusqu'à la récolte? Le brocoli, on commence à semer ça en serre. Pour nous, en tout cas, il y en a qui sèment directement en champ, mais nous, on préfère les transplanter. OK. Parce qu'on a un meilleur contrôle de mauvaises herbes. On met moins d'herbicides en les transplantant. OK. Puis, nous, on commence à semer la serre dans les serres vers la mi-mars, fin mars. Puis, un plant dans la serre, ça prend 4 semaines. Aussitôt que le 3-4... Dans l'été, c'est 3 semaines. Au printemps, tôt, c'est 4 semaines. Aussitôt que le plant est à une certaine hauteur, on les sort au champ. On les sort de la serre pour les acclimater. Que les acclimater, ça, c'est pendant 1 semaine de temps. Okay. Le printemps tôt, c'est 4 semaines dans la serre, 1 semaine ici, puis la 6e semaine, c'est plus, transplanté au champ. Ah, puis ça survit aux transplantations, c'est cool. Oui, bien c'est ça, il faut les acclimater, il faut les habituer à manquer d'eau, à subir les gros coups de chaleur, les gros coups de soleil, le vent. Vous éduquez vos plants, dans le fond. Oui, on les renforce, qu'on appelle. OK. Ils vont les prendre un par un, puis ils vont les planter... Oui, on a un planteur. On a un planteur à 6 rangs, qu'on appelle. Puis ça tourne avec des gobelets. Puis ça, ce cabaret-là, qui en a 328 dedans, bien, ils sont devant les gens qui plantent, puis ils les mettent dans les unités qui tournent, puis c'est transplanté mécaniquement. OK, cool. C'est quand ils sont stressés qu'ils développent un système racinaire. C'est le fun à savoir. Le climat change encore. C'est quelque chose qui est couvert à l'abri va réagir d'une manière, puis quand c'est en pleine nature, ça réagit différemment. Exactement. C'est comme ils sont bien dorlotés dans la serre. Ils ont un environnement contrôlé, la température est contrôlée, l'eau est tout le temps contrôlée. Mais quand ils sont dehors, là, il faut qu'ils s'habituent à manquer d'eau, trop chaud, trop de soleil, trop de vent. J'imagine que ça doit réagir aussi. Exactement. On va prendre, mettons, le brocoli comme exemple. Vous pouvez en faire jusqu'à combien dans une année? Ça, c'est mon mari qui est spécialiste, mais
tout ce que je sais parce que je m'occupe des serres, là. Mais dans une serre, il y a 500 000 plants. 500 000 plants. Donc, dans 2 serres, on a 1 million de plants. Wow! C'est Puis, beaucoup. une serre, on la plante souvent, on la ressème 4 fois. OK. Ça commence à être comme 3-4 millions de produits là, pour un item. Oui, wow, exactement. Puis, nous, on fait environ 120-130 hectares de brocolis. OK. Une journée normale commence à quelle heure pour un agriculteur? Nous, on se lève à 5 heures. Puis, on commence on commence à récolter dans les champs à 6 heures pour avoir la fraîche du matin. Le maïs sucré, c'est bien, bien important de pas récolter ça en après-midi. Okay. En tout cas, en après-midi de grosse chaleur. Une après-midi froide, il n'y a pas de problème, là, mais en tout cas, le maïs, quand il y a eu chaud, mais il perd tout son sucre, puis il n'est pas de qualité aussi bonne que qu'à 6 heures le matin. Là. Ah, OK. Super. Fait que c'est un travail sur une grosse roue qui tourne, que tout le monde, faut qu'il mette la main à la porte. Puis même s'il y a des journées où est-ce que le climat il est moins favorable, il doit y avoir d'autres travail. Oui, on n'arrête jamais. Quand il pleut, on peut pas planter parce que le terrain est mouillé, puis ça fait de la compaction, puis c'est pas faisable. Là, ça plante pas. Mais c'est très facile de récolter le brocoli. Il n'y a aucun problème pour la récolte de brocoli, aucun problème de la récolte de maïs sucré. Mais c'est ça, on peut pas faire de travaux des champs quand il pleut, puis... Fait que c'est vraiment de garder un œil sur l'environnement autour de toi. Puis, on est plugué sur la météo, 24 heures sur 24. Et durant l'hiver, est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose avec les... Avec les serres, il y a de la possibilité, mais nous, on veut se reposer. Oui, à certains points, des fois, c'est le fun de pouvoir... Parce que l'été, on marche quasiment 80-100 heures semaine, tout le temps. OK. Aussitôt que les serres sont commencées, c'est comme un travail de 24 heures. Si, mettons, le système d'alarme de la serre part à minuit, vite, il faut aller voir, la fournaise marche plus, vite, il faut plugger la génératrice, puis... tout le temps quelque chose. Ouais. Moi, j'ai tout le temps, dans mon domaine, il y a une tuile qui est prête à me tomber sur la tête à n'importe quel moment. Ça, c'est vrai. J'imagine que c'est un peu la réalité des agriculteurs aussi. La machinerie, la nature, tous les humains. Quelqu'un qui est malade peut pas rentrer, ça doit jouer sur... Exactement, oui. C'est pas quelque chose qu'on peut reporter à plus tard. Il faut tout le temps avoir les mains liées à son bébé, là, qu'on peut appeler, Puis aussi, les serres, c'est, mettons, le dimanche, la plupart des gens ont congé, mais si, mettons, dimanche, il fait bien chaud le matin, vite, faut lever les serres. Oups, il y a un orage qui arrive. Mais là, il faut vite baisser les côtés parce que si on laisse la pluie rentrer, mais la pluie va endommager les premières multicellules. Je vais tout perdre, mes premiers semis. Fait que là, on s'en va visiter votre portion un peu plus biologique. Oui, mon bébé, mais mon bébé est plus beau en haut, là. OK. Mais en bas ici, je vais faire le tour. On a planté mes fraises où le terrain était plus beau. OK. Puis ça, c'est toutes des fraises d'automne ou à jour neutre qu'on appelle. Lequel, ça, justement, dans l'émission que j'ai envie d'apporter, là, le cheeseburger déconstruit. Okay. Je trouve qu'il y a du kale cuit qui vient comme super croustillant. Ça pourrait être super intéressant, ça, dans vrai? un cheeseburger avec un fromage de chèvre en grains. Oh! Quelque chose de... sortir un peu des balises, là, tu sais, des affaires traditionnelles. Le kale, c'est tellement riche en fer que c'est tellement bon pour la santé. Biologique en plus. Oui. Que ça, c'est mon beau champ de fraises que j'ai. C'est super droit, hein? Oui, mais ça, les buts sont faites avec un géopositionnement de GPS. Là. Est-ce que ça serait le poteau qui serait en plein milieu, là? Non, c'est sur le tracteur. Ah, OK. C'est une machine qui est intégrée dans le tracteur. Puis on a des gros problèmes de corbeaux. C'est pour ça qu'on a des oiseaux... voyons... Épouvantail un peu, là, mais... Ouais, genre épouvantail qui marche avec le vent, là. Okay. Mais les oiseaux de proie, là, des imitations d'oiseaux de proie, que les corbeaux ont bien peur de ça. OK. Que ça marche. J'en ai 2 piquets, je vois. L'autre est plus au fond, là. Ah, c'est très régulier, très carré. On voit qu'il y a du travail acharné là-dessus. Ah oui. Le désherbage, regardez, là, ça recommence déjà à pousser, là, mais... Est-ce qu'il y a du plastique ici aussi ou ça l'arrête vraiment? C'est seulement de la paille. OK. C'est seulement de la paille. Que nous, mais comment qu'on fait un champ de fraises? On commence à travailler le terrain. OK. Puis là, nous, on met de l'engrais, c'est sûr. Puis on met pas d'herbicide du tout. Les fraises, on peut pas mettre d'herbicide. Super. Que là, on fait des buttes. Puis après que la butte soit faite, on installe du goutte à goutte. Qui est ce petit tuyau-là qui est perforé puis que
qui amène l'eau. L'eau dans les... Quand on parle de tracteur, là, l'eau dans le sol. Qu'on installe le goutte à goutte. Est-ce qu'il se rend jusqu'à là-bas? Est-ce que c'est le même dans mon goutte à jardin. goutte? Oui, c'est le même. Ça part d'ici, ça s'en va à l'autre bout complètement. Ça doit prendre une pression quand même importante là, pour être capable de faire sortir l'eau dans la terre. Mais il ne faut pas la monter plus que 10 livres de pression, 10-12 livres, me semble. Faut pas que ça fasse sortir non plus le plat, hein, j'imagine. Ça doit être... Ou éclater le tube. OK, ouais. Ça serait un autre gros problème. Faut garder un œil dessus, probablement. Puis... Exact. Un coup qu'on a installé le goutte à goutte, après, il faut installer un par un pays plastique. OK. Un coup que le pays plastique est installé, un par un, on perfore le pays plastique. Puis un coup que le plastique est perforé, après, on prend les plants à racines nues qui sont dans une boîte et on les repique un par un avec une cuillère à genoux. C'est les travailleurs n'aiment pas de vous travailler à genoux. Quand ils vont être revenus en haut, souvent, ils sont le dos penché, il y a un dos de fer. Eux autres, je sais pas comment ils font, là. Mais eux autres, ils restent penchés puis ils font un par un, puis ils pincent le plant, puis un par un, puis là, ça donne des beaux. Puis un coup que tout ça est fait, puis s'il n'annonce pas de pluie, on installe le tuyau d'irrigation à surface, plus partir le goutte à goutte, puis il faut mettre de l'eau. Sans ça, nos plants meurent. OK. Ça fait que ça prend de l'eau abondante. Puis un plant peut prendre combien de litres d'eau à peu près dans son année? Ça, aucune idée. C'est une bonne question. Un coup que le plant est planté, quand il est tout petit, bien lui, il cherche... Lui, un plant, c'est... son but dans la vie, c'est de se reproduire parce qu'il veut pas que son espèce meure. OK. Vu que le plant veut se reproduire, mais il essaie de faire des stolons. Il y a 2 méthodes de reproduction dans la fraise. Par stolon, qu'on appelle comme ça, ou par la semence dans la fraise. Puis nous, si on le laisse se reproduire par rapport à un stolon, mais ou par la fraise aussi, bien le plant va rester petit puis ça donnera pas un beau fruit. À tous les semaines, aussitôt qu'une semaine après l'avoir planté, on coupe avec un ciseau, là, pas avec les doigts. Là. Il faut couper les stolons comme ça. Fait que c'est pas le même principe de reproduction qu'une fleur. Là. Qu'une fraise ordinaire. Non, mais je veux dire, comme quand une abeille va butiner de plante en plante, mais lui, est-ce qu'il a besoin de ce même... OK, il a besoin quand même de... Vraiment beaucoup d'abeilles. OK. Les fraises du Québec sont les meilleures. Rien d'autre à dire. Mais les fraises d'automne. Ouais? Ouais. Meilleures que les fraises d'été. OK. Parce que c'est beaucoup plus d'ouvrage à produire une fraise d'automne qu'une fraise d'été. Mais le goût, il est là, par contre, plus sucré probablement. Puis là, eux autres se développent indépendamment de la longueur de la journée. OK. C'est pour ça qu'on appelle une fraise à jour neutre. Genre des fraises jusqu'à temps que le plant meure de gel. OK, quand même. Fait que lui, il va toujours être en production de fraises. Puis... Jusqu'à l'Halloween facile. Wow. On commence à avoir des fraises aussitôt que le plant est assez gros. Parce que nous, on replante à chaque année. Nous, quand le plant va geler, comme à fin octobre, on va tout détruire ça, puis on va tout enlever le pays plastique. Ça fait quasiment mal au cœur, hein, j'imagine, quand on enlève tout ça après avoir tout mis l'énergie dedans. Puis, mais on a essayé les autres années de mettre une toile pour les protéger contre l'hiver. Mais là, on avait des problèmes d'insectes, de mauvaises herbes. C'est beaucoup de recommencer de nouveau à chaque fois. Que nous, on replante ça quand il n'y a plus trop de risque de gel, ça veut dire au début mai, mi-mai, qu'on replante ça, puis on coupe les stolons et les fleurs jusqu'au 30 juin, puis après on laisse les fleurs là, mais on continue à couper les stolons jusqu'au mois d'octobre, qu'on coupe des stolons à toutes les semaines. Puis enlever les mauvaises herbes. Oui, en reproduction, puis... Tout à l'heure, on a dit qu'on avait vraiment besoin des insectes pour la pollinisation. Ouais. Puis c'est pour cette raison-là que j'ai fait des bandes fleuries pour attirer mes abeilles puis mes insectes bénéfiques. Là. Puis ça, vous n'allez pas les revendre. Je pense que ça, vous les laissez comme ça ou... Ça, c'est des plantes annuelles. Ça veut dire qu'ils vont mourir à l'automne. Que ça aussi, on va tout redétruire ça. OK. Que ça aussi... ça fait joli, par contre. Ah oui, ça fait vraiment un environnement comme paradisiaque. Là, pour moi, là, je suis stressée pour des affaires, je viens ici, puis là, ça me redonne de l'énergie. Je suis prête pour partir. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Ça va prendre le temps de prendre de l'air un peu, puis laisser les problèmes 5 minutes, puis après ça, on recommence avec l'énergie. On recommence en force, ouais. Puis tú puedes cargar estos también? Ok, sí, sí. Por favor. Ok, oui, on va pouvoir
Je trouve ça très respectueux que vous ayez pris la peine d'apprendre le langage de vos travailleurs. Comme ça, je trouve que ça fait très inclusif, une belle marque de respect pour eux. Oui. Mais avant, mettons, il y a 23 ans, ça fait 23 ans que j'ai des travailleurs, mais avant, c'était des travailleurs qui avaient comme mon âge ou plus vieux. Okay. Mais maintenant, j'engage des travailleurs qui ont l'âge de mes enfants et même plus jeunes. Celui qui est parti, c'est pas celui qui conduisait, mais l'autre, c'était son neveu. Il a juste 19 ans. Wow. Puis il mesure 6 pieds et 3. Puis là, je dis, mon Dieu. Puis mon bébé à moi a 23 ans. Puis là, je vois ça, là, je dis, mon Dieu, là, je suis rendue à l'âge que j'engage quasiment des enfants, je pourrais être grand-mère. On appelle ça avoir l'expérience. Oui, c'est vrai. Mais là, on en voit, je pense, une abeille. Moi, je fais des bandes fleuries ou des tournesols pour attirer les abeilles indigènes. Puis elle est un bel exemple. Les abeilles indigènes, dans l'article que j'ai lu, là, c'est que eux autres, leurs ruches sont très, très loin. Okay. Puis eux autres, là, c'est comme, ils ramassent le plus de pollen dans leurs pattes pour pouvoir, parce qu'ils ont long à faire. Ils veulent faire un gros voyage. Ouais, c'est ça, ils sont comme désorganisés qu'ils appellent dans l'article, ils sont comme, comment je pourrais dire ça, ils se foutent de la propreté. Eux autres, le but, c'est d'amener le plus plus possible de pollen dans leur ruche pour pouvoir faire du miel. Puis là, eux autres sont toutes gorgés de pollen gros comme ça. Puis là, ils s'en vont dans mes fleurs de fraises que là, ils pollinisent les fraises avec beaucoup de pollen. Okay. Puis vu qu'il y a beaucoup de pollen, ça fait des gros fruits. OK. Tandis que les petites abeilles, si je mettrais des ruches d'abeilles, mais eux autres, c'est des petites princesses, comme, eux autres, ils veulent pas trop se salir, qu'ils mettent un petit peu de pollen, puis ça fait des plus petits fruits que des abeilles indigènes, là. Je suis très content de t'avoir rencontré aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que ça va solliciter les gens à aller plus vers les produits locaux. Oui, moi aussi. Puis... J'espère que j'ai transmis ma passion. Bien, on l'a senti, on l'a vraiment bien senti. T'es vraiment quelqu'un qui aime ce qu'elle fait. Puis, on est super content de pouvoir le partager aux gens de la région en Montérégie. Puis encourager le local, c'est tout le temps un peu notre devise. Puis c'est super tout ça en te remerciant beaucoup de m'avoir accepté chez toi.